raconte. Christophe Andelatte. Une affaire criminelle du début du 19e siècle. L'enquête sur la mort de deux jeunes bourgeois parisiens qui s'appelaient Hippolyte et Auguste Ballet en 1822 et 1823. Une histoire restée célèbre sous le titre de l'affaire Castin. C'est une affaire, je vous le dis tout de suite, absolument extraordinaire. Un crime totalement machiavélique. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule à Paris dans les années 20. À ce moment très particulier de l'histoire où la France essaye de conjuguer les bienfaits de la monarchie et ceux de la Révolution. Le roi Louis XVIII se retrouve à la tête d'une monarchie constitutionnelle. Je vous dis ça pour que vous connaissiez le contexte, parce qu'à part ça, mon histoire est éternelle. Elle se soucie comme de la guigne des choses de la politique. Elle aurait très bien pu se dérouler quelques années avant sous Napoléon, ou beaucoup plus tard sous Emmanuel Macron, puisque c'est l'histoire d'un homme qui en tue un autre et même deux, juste pour de l'argent, pour leur soutirer leur fortune. C'est le plus courant des crimes. Et si l'histoire a retenu ce crime-là, c'est parce qu'il se déroule dans la haute, chez les fils à papa de la bourgeoisie parisienne au début du 19e siècle. Alors voilà comment ça commence. Le 1er juin 1823, un jeune homme de bonne famille, Auguste Ballet, meurt dans son lit dans une chambre de l'auberge de la Tête Noire à Saint-Cloud près de Paris. Il est arrivé la veille avec un de ses amis, ils ont pris une chambre, ils sont allés se promener, marcher, prendre l'air. Ils sont rentrés, ils ont dîné à l'auberge tous les deux. Ils se sont couchés et l'ami raconte que dans la nuit, Auguste a été pris de vomissements et ensuite de coliques. Et le lendemain, il meurt vers 12h30. Mort de quoi? Eh bien, l'ami a sa petite idée car il se trouve qu'il est médecin. Jeune médecin, diplômé depuis un peu plus d'1 an, mais médecin tout de même. À mon sens, il est mort du choléra. Il en avait tous les symptômes, en tout cas. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu qu'il allait mal, j'ai fait venir 2 confrères. Ils pourront vous dire dans quel état il était. C'était horrible. Et c'est vrai, ça. Voyant l'état de son ami, et se trouvant sans doute trop débutant pour poser lui-même un diagnostic, il a fait venir un premier médecin le matin, vers 11h. Le docteur Pigache, un docteur du coin, qui a prescrit des émollients, et qui est revenu l'après-midi pour tenter une saignée. Ne voyant pas d'amélioration, c'est lui, le docteur Pigache, qui a fait appeler plus tard un docteur de Paris, le docteur Pelletan. Mais quand l'autre est arrivé, c'était trop tard. Il n'y avait plus qu'à appeler le curé, qui est venu donner l'extrême onction, et Auguste est mort juste après. À ce stade, si les 2 médecins signent le certificat de décès et rentrent chez eux sans rien dire, il n'y a pas d'affaire. Mais comme ils trouvent tous les 2 cette mort très étrange, alors ils préviennent la police. « Bonjour, brigadier. Je me présente, je suis le docteur Pigache, et voici le docteur Pelletan de Paris. Nous sommes venus vous voir parce que l'un de nos patients vient de trépasser. Le sieur Auguste Ballet, qui avait à peine 24 ans. Il est mort à l'auberge de la Tête Noire, et nous avons des doutes. De sérieux doutes sur les raisons de sa mort. Des doutes, dites-vous? Et pour quelles raisons? Enfin, un garçon en pleine santé qui meurt comme ça d'un coup, ça n'est pas normal. Il y a autre chose. L'ami qui était avec lui. Il se prétend médecin, mais je dois vous dire qu'il a eu un étonnant comportement. Le jeune Auguste était mourant, eh bien lui, il allait et il venait. Il s'est absenté sans cesse. Il est parti au moins 4 fois. Et j'ai moi-même prescrit des remèdes, il ne les lui a pas donnés. Enfin voilà quoi. Nous trouvons que cela est suspicieux et nous avons souhaité vous en prévenir. Voilà comment ça commence. Vous allez voir, c'est une affaire magnifique. C'est du grand art, avec une bonne dose de perversité. Et donc une enquête commence, qui consiste d'abord à reconstituer l'emploi du temps des 2 amis à partir du moment où ils débarquent à l'auberge de la Tête Noire. L'aubergiste est interrogé. « Bah écoutez, ils ont passé la journée à se promener, sans doute. Enfin, je les ai point vus. Ils sont rentrés pour dîner, ensuite ils sont ressortis,
Ils sont revenus 2 heures plus tard et là nous ont commandé une demi-bouteille de vin chaud. Vous leur avez servi ce vin chaud ici? Ah non, non. Ils ont demandé qu'on leur monte dans la chambre. C'est notre servante qui leur a monté. Je me souviens qu'ils ont dit qu'il fallait pas rajouter de sucre, qu'ils avaient leur propre sucre. C'est pas courant, ça. Mais bon, voilà. Et ensuite, vous les avez revus? Ah bah oui, dans la nuit. L'autre là, son ami. Il nous a réveillés à 4 heures du matin, le saligo. Il a dit qu'il avait une insomnie, il a demandé à ce qu'on lui ouvre la porte, il voulait aller se promener. 4 heures du matin, dites-vous. Et à quelle heure est-il rentré? Ah bah, il est rentré vers les 8 heures. Là, il a vu que le sieur Auguste n'allait vraiment pas bien. Il nous a demandé du lait froid. Ma domestique l'a monté dans la chambre, et puis il est ressorti longtemps, au moins 3 heures. Et quand il est revenu, il a demandé qu'on appelle un docteur. Ainsi donc l'ami du mort s'est absenté plusieurs fois. Entre le moment où Auguste commence à donner des signes de faiblesse et le moment de sa mort, il s'absente 4 fois. Et pourquoi faire? Et qui est-il, cet ami? C'est un jeune bourgeois parisien, un jeune médecin de 27 ans, Edmé Samuel Castin. Et il est vraiment médecin, hein, depuis 1 an. Alors pourquoi ne soigne-t-il pas lui-même son ami? Le docteur Pigache raconte par ailleurs que quand il a demandé qu'on lui montre les évacuations du malade, ses excréments, autrement dit, il ne les avait plus, il les avait jetés, il avait évacué les évacuations. Très étonnant de la part d'un médecin qui doit bien savoir que l'observation des évacuations est essentielle pour un diagnostic, en tout cas en 1823. Tout ça pour dire que d'entrée, cet ami, ce docteur Castin, est suspect. Et il devient plus que suspect quand débarque le beau-frère du mort, le beau-frère d'Auguste, le frère de sa demi-sœur, sa seule famille. Vous me dites qu'Edmé Samuel Castin était avec Auguste? Juste ciel. Vous le connaissez? Si je le connais? Mais enfin, il était l'ami d'Hippolyte, le petit frère d'Auguste, qui est mort il y a quoi? 7 mois à peine. Eh oui. Auguste Ballet avait un petit frère, Hippolyte, qui est mort lui aussi le 5 octobre 1822, à l'âge de 24 ans. Il y a 7 mois à peine. À l'époque, il y avait bien eu des gens de son entourage pour trouver qu'il était mort un peu jeune, et bien vite. Mais il n'y avait pas eu d'enquête, juste une autopsie qui avait conclu à une mort naturelle. Car Hippolyte Ballet était phtisique depuis ses 9 ans. Il avait la tuberculose. On a juste pensé que sa tuberculose s'était aggravée. Et qui avait accompagné la lente décrépitude du jeune Hippolyte Ballet? Edmé Samuel Castin, son grand ami. Avant d'être l'ami d'Auguste, Castin avait été l'ami d'Hippolyte. Et Hippolyte est mort dans ses bras. Et Auguste aussi. Le hasard? Bien sûr que non. À partir de ce moment-là, les enquêteurs ont la conviction que Castin a tué les 2 frères. Mais alors pourquoi? Quel pourrait être son mobile? Le mobile, on commence à l'entrevoir quand on s'aperçoit qu'Auguste et Hippolyte étaient riches, très riches. Ils ont hérité de 260 000 francs de leurs parents. C'est considérable. Ils se sont partagé le magot familial. Quand Hippolyte est mort en octobre, qui a hérité de sa part du magot? On a cherché un testament. On pensait qu'il y en avait un. Il ne s'entendait pas du tout avec son frère Auguste. On disait qu'il avait légué toute sa fortune à sa demi-sœur. On l'a cherché, ce testament. On l'a pas trouvé. Disparu. Et donc, en l'absence de testament, eh bien, c'est Auguste qui a hérité. Auguste qu'on vient de retrouver raide mort à l'auberge de la Tête Noire, où il prenait du bon temps avec son ami le docteur Castin. Vous commencez à entrevoir le scénario qui se profile? C'est du billard à 3 bandes. C'est un crime de génie. Le jeune docteur Castin tue son ami Hippolyte, puis il devient le grand ami de son frère Auguste qui hérite, et il le tue à son tour. Il ne manque qu'une seule pièce du puzzle. Qui hérite d'Auguste maintenant qu'il est mort? Il semble qu'il y ait un testament. Alors.
En attendant que le notaire ouvre ce testament, on en apprend de belles sur le docteur Castin. Il est sans le sou. Il est médecin, certes, mais il n'a pas de patient. Il paraît qu'il ne soigne que les pauvres. Le problème, c'est qu'il a charge d'âme. Un jour, il est allé au chevet d'une patiente, une veuve. Il s'en est amouraché et il lui a collé 2 marmots. Une veuve. Je peux vous dire que dans ces années-là, c'était très mal vu. Dans une lettre à sa femme, juste avant cette affaire, il écrit « J'aimerais t'offrir une existence digne d'une âme comme la tienne. J'ai un si grand besoin que la fortune me favorise. » Il a besoin d'argent. Le mobile se précise. Alors maintenant, allons chez le notaire et assistons à l'ouverture du testament d'Auguste Ballay, ayant lui-même hérité de son frère. Le notaire est en train de décacheter l'enveloppe. Bien. Je fais lecture du testament. Quoiqu'en parfaite santé, je peux mourir d'un instant à l'autre par maladie ou par accident. En conséquence, de mon plein gré, j'institue pour mon seul et unique héritier et légataire universel Monsieur Edmé Samuel Castin, docteur en médecine. Voilà la dernière pièce du puzzle. Le docteur Castin est l'héritier d'Auguste Ballay, son ami, qui fut lui-même l'héritier de son frère Hippolyte, son ami aussi. Et vous voulez savoir le pire? Le testament d'Auguste en faveur de son ami Castin est signé du 29 mai 1823, la veille de sa mort. Salaud de Castin. Pour boucler cette enquête, il reste à répondre à une question. Comment les a-t-il tués tous les deux, l'un après l'autre? Et ça passe par une deuxième question restée en l'air jusqu'ici. Pour quelle raison est-ce que le docteur Castin, diplômé de la faculté de médecine de Paris, n'avait pas de patient, n'avait pas de cabinet, n'avait pas de revenus? Eh bien, c'est qu'il avait autre chose à faire. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas d'argent, en général, voilà ce qu'il dit. « Je m'occupe des indigents, c'est tout. Je soigne les pauvres, et ils ne paient pas. Rien de plus. » Eh bien, c'est faux. Si le docteur Castin n'a pas de patient, c'est parce qu'il a une autre marotte, qui lui prend tout son temps. Il fait des expériences. Le docteur Castin est un chercheur. Quand on va perquisitionner chez lui, on tombe sur un laboratoire, des fioles, des tubes à essai, des flacons. Le docteur Castin est un spécialiste des poisons. C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de voir de patients. Et en fouillant chez lui, on trouve des centaines de cahiers dans lesquels sont consignées toutes ses expériences. Et en les lisant, on s'aperçoit qu'il a une fixette. Les poisons qui ne laissent pas de traces. C'est ça le cœur de ses recherches. L'arsenic, par exemple, ça laisse des traces. À l'autopsie, ça se voit. Lui s'intéresse à des poisons végétaux, comme la morphine, par exemple. L'acétate de morphine, qui vient du pavot, et qui serait invisible à l'autopsie. Sacré coco. C'est écrit dans l'un de ses cahiers. Regardez là. Il a mené des expériences sur des chiens. Il les a empoisonnés à l'acétate de morphine, puis disséqués à la recherche de traces. Il a fait ça aussi avec des chats. Et d'après ce qu'il écrit, les résultats étaient très encourageants. Alors a-t-on retrouvé du poison, des traces de poison, dans le corps d'Auguste? On a fait une autopsie, bien sûr. C'est le docteur Balzac de Saint-Cloud qui s'en est chargé. J'ai son rapport sous les yeux, je vous le lis. Rien ne peut appuyer la présomption que les accidents qu'a connus la victime aient été produits par l'emploi d'un poison végétal. On a montré en tout ce cadavre à près de 10 médecins. Tout ce qu'ils savent dire, c'est « Il est mort sans nul doute d'une congestion cérébrale. » Ah bon? Mais provoquée par quoi?
Vous savez, les phénomènes cadavériques observés sur le corps de M. Ballet se rencontrent très fréquemment dans les cadavres d'individus morts de maladie. Et il n'y a rien de différent. Est-ce que les poisons végétaux tels que l'acétate de morphine pourraient provoquer une congestion cérébrale? Oui, oui. 3 poisons peuvent produire de tels effets cadavériques. À ma connaissance, il y a l'émétique, il y a effectivement l'acétate de morphine et il y a la strychnine. Mais vous ne pouvez pas affirmer qu'on a employé l'un de ces poisons pour le tuer, n'est-ce pas? Non, on a pu en employer. Mais ce peut être une maladie, seulement une maladie. Le docteur Castin aurait-il découvert le poison parfait, le poison imparable, le poison qui ne laisse pas de traces? C'est possible, c'est même très probable. Mais pour l'instant, on manque de preuves. Les policiers font alors le tour des pharmaciens de Paris et ils tombent sur le pharmacien Kélus. Bonjour docteur. Avez-vous vendu ces derniers temps de l'acétate de morphine? Ah oui, oui. Ça n'est pas si courant, mais nous en vendons, oui. Laissez-moi voir mes registres. J'ai vendu 10 grains d'acétate de morphine le 18 septembre de l'année dernière. Ah. Avez-vous gardé une trace du destinataire? Oui, oui, oui. J'ai là une ordonnance. Une ordonnance du docteur Edmé Samuel Castin. 3 semaines. 3 semaines avant la mort d'Hippolyte Ballet, il achète de l'acétate de morphine. Ah, attendez, je lui ai aussi délivré de l'acétate au mois de mai de cette année. Oui, 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 oui. Au mois de mai? Auguste est mort le 30 mai. Et lui alors? Edmé Samuel Castin, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Lui, il joue les vierges effarouchées. Je suis chercheur, voilà tout, et les poisons ne sont qu'une partie de ma recherche. Il est normal de travailler sur les marques que font les produits sur le corps, non? Vous n'avez pas empoisonné les frères Ballet? Mais pas du tout. Ils sont morts tous les deux de maladie. Edmé Samuel Castin va s'accrocher à cette position jusqu'au bout. Il n'y aura rien d'autre à en tirer. Alors on fouille encore et on tente de remonter le chemin des héritages. En recoupant les témoignages, les policiers découvrent un scénario absolument abject. Ils trouvent plusieurs témoins, des domestiques, des amis, qui jurent qu'Hippolyte, qui avait la tuberculose, je vous rappelle, avait fait un testament. Il m'en avait parlé. Il me l'avait montré. Je l'ai vu. Il désignait sa sœur comme légataire universel. Il ne souhaitait pas léguer sa fortune à son frère Auguste, qu'il n'aimait pas depuis l'enfance. Or ce testament, vous vous souvenez qu'on ne l'a pas retrouvé? Eh bien c'est Castin qui l'a subtilisé. Mieux que ça. Le corps de son ami Hippolyte était à peine tiède, Castin a pris contact avec Auguste pour lui monnayer le testament. 100 000 francs. On a retrouvé 70 000 francs sur son compte en banque et 30 000 sur celui de sa mère. Et des tas de gens racontent qu'à partir de ce moment-là, le docteur a changé de train de vie. On a aussi trouvé une lettre d'Auguste qui réclame la somme à son banquier. Je vous annonce avec la plus grande peine que je viens de perdre mon frère. Je vous écris aussi que j'ai absolument besoin de 100 000 francs pour aujourd'hui même. Si cela est possible, j'en ai le plus grand besoin. C'est pas joli. Mais les deux hommes avaient à ce moment-là un intérêt commun. Auguste, écarté de l'héritage de son frère, récupérait le pactole, pas vu pas pris, et Castin, ma foi, faisait avancer son plan. Maintenant, il pouvait passer à la suite, il pouvait s'occuper d'Auguste. Machiavélique. L'enquête se termine. Et voilà donc le scénario des crimes retenu par le procureur Bellard après avoir entendu des dizaines et des dizaines de témoins au cours de l'enquête qui a duré 5 mois. Le docteur Castin est d'abord l'ami d'Hippolyte, qu'il a connu à l'université. Il est aussi son médecin.
Et la santé d'Hippolyte se dégrade d'un coup. Il meurt en 4 jours, et pendant ces 4 jours, le docteur Castin est omniprésent à ses côtés, 24 heures sur 24. Il le choit, il le dorlote, il déjeune et il dîne avec lui, et en vérité, il l'empoisonne à petit feu. Hippolyte meurt. Quelques minutes après sa mort, le docteur Castin envoie une missive au frère du défunt, Auguste. Il lui propose de lui vendre le testament qui le déshérite, 100 000 francs. Auguste accepte, il donne l'argent à Castin, et dans la foulée, il hérite de son défunt frère. À partir de ce moment-là, Castin se débrouille pour devenir immédiatement l'ami, le grand ami d'Auguste. En quelques semaines, ils deviennent si proches que l'autre le désigne par testament comme étant son héritier. Il en a fallu de la fourberie pour arriver à ça, parce que contrairement à Hippolyte, Auguste n'est pas malade. Il est jeune, il a 24 ans. Il n'a aucune raison de rédiger un testament. Castin déploie des trésors de persuasion pour le convaincre. Auguste rédige d'abord un testament holographe qui traîne chez lui dans un tiroir, et finalement, il va le déposer chez un notaire le 29 mai 1823. Le lendemain, 30 mai, Castin lui dit « Mon cher Auguste, que dirais-tu que nous allions passer quelques jours à la campagne ?»« Ah, mais c'est une merveilleuse idée, mon ami. Je connais une petite auberge où nous serons fort bien. Il s'agit de l'auberge de la Tête Noire, à Saint-Cloud. Allons-y dès ce soir. » Ils y vont en voiture à cheval. Ils arrivent à l'auberge, l'aubergiste leur donne une chambre à 2 lits. Le lendemain, ils se promènent, tous les deux, toute la journée. Ils rentrent dîner à l'auberge et vers 9 heures du soir, Castin demande à l'aubergiste. « Aubergiste, soyez gentil de nous monter du vin chaud, mais n'y mettez pas de sucre, nous avons apporté le nôtre. » Ça, c'est une astuce, c'est un prétexte pour sucrer le vin chaud lui-même et y glisser à l'occasion le poison. Problème, ce poison, sans doute de l'acétate de morphine, est très amer, très amer. Alors Castin rajoute du citron pour dissimuler l'amertume. Mais du coup, le breuvage est infect. « Oh mon ami, quelle horreur votre boisson! Vous avez mis trop de citron, enfin, c'est infect, je ne peux pas le boire. » Raté! Auguste n'en boit qu'un demi-verre. Suffisamment pour le rendre malade, mais pas assez pour en mourir. Et là, le bon docteur n'a plus de poison pour finir le travail. Du coup, vers 4 heures du matin, il se lève, il se fait ouvrir la porte de l'auberge, il dit qu'il va se promener, il ment. Il prend une voiture à cheval et il se rend à Paris. À 8 heures pétantes, il entre dans l'officine du pharmacien Robin, au 5 de la rue de la Feuillade. « Bonjour. Voici une ordonnance que j'ai pour de l'émétique. Il m'en faudrait 12 grains, s'il vous plaît. » L'employé de la pharmacie rechigne un peu. « C'est que 12 grains, c'est beaucoup. Puis-je vous demander quel usage vous comptez en faire ? » C'est pour faire un lavage, selon la méthode du docteur Castin. L'employé ne connaît pas, alors il les lui donne. Castin est venu chercher du poison pour finir le sale boulot. Et ensuite il va toquer à une autre pharmacie, place du Pont-Saint-Michel, la pharmacie du docteur Chevalier qu'il connaît un peu. « Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Auriez-vous l'amabilité de me délivrer un demi-gros d'acétate de morphine ? » « Ah, mais c'est une sacrée quantité, docteur. Comme vous le savez, je me livre à des expériences sur des animaux. » Castin obtient alors ce qu'il demande. À ce moment-là, il hèle un cabriolet, et toutes brides abattues, il retourne à l'auberge de la Tête Noire. « Ah, me voilà de retour de ma promenade. Comment va mon ami Auguste ? » ?»« Il est dérangé. Il va pas bien, Je vais m'en occuper. Soyez gentil de monter du lait froid. Je vais lui en donner. » On lui monte le lait froid. Castin y glisse une nouvelle dose de poison, sans doute un mélange d'acétate de morphine et d'émétique. Et en quelques minutes, l'autre se met à vomir tripes et boyaux. À ce moment-là, Castin quitte de nouveau la chambre. Où va-t-il ? On pense qu'il va planquer le reste du poison, car il est méfiant. Il revient et il constate que son ami Auguste est très mal, mais qu'il n'est toujours pas mort.
Et donc il ressort, il va rechercher un peu plus de poison. Il revient, il administre ce râpe de poison à Auguste, à la cuillère, semble-t-il. Et ensuite il fait tout un cirque en faisant venir 2 médecins, et quand le docteur Pigage prescrit des émollients, il omet de les lui donner. Il fait enfin venir un curé pour lui donner l'extrême onction, et là il fait tout un cinéma, il pleurniche, il gémit. Mon pauvre ami Auguste, quelle malédiction, quelle malédiction, quel triste destin, enfin, mourir si jeune. Et Auguste finit par passer l'arme à gauche. Voilà donc le scénario des 2 crimes tel qu'il résulte de l'enquête de 5 mois conduite par le procureur Bellard. Il n'y a pas de preuve, c'est vrai, que les frères Ballet ont été empoisonnés, il n'y en a pas. Mais il y a suffisamment d'éléments concordants pour renvoyer le docteur Castin devant une cour d'assises. Mesdames et messieurs, la cour! Le procès d'Edmé Samuel Castin s'ouvre le 10 novembre 1823 devant la cour d'assises de la Seine. Soyons clairs, il risque l'échafaud. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Et Castin apparaît, petit, râblé, vêtu de noir, apparemment calme. Castin, je vous l'ai dit, nie depuis le début de l'enquête. Au procès, il continue de nier même les évidences. Monsieur Castin, vous vous levez à 4 heures du matin pour vous rendre à Paris, où vous achetez successivement de l'acétate de morphine et de l'émétique chez 2 pharmaciens. Pourquoi faire, monsieur? Eh bien, il y avait des chats qui empoisonnaient la vie de l'auberge. Ils faisaient tellement de bruit que nous ne pouvions pas dormir. Je suis donc allé acheter du poison pour en débarrasser l'auberge. Le procès dure 6 jours. Le président de la cour d'assises fait défiler 93 témoins. Les jurés se retirent pour délibérer pendant 2 heures, c'est beaucoup pour l'époque. Mais ils butent sur un manque de preuves, notamment au sujet de la mort d'Hippolyte. Il était phthisique, il était tuberculeux, comment être certain qu'il est mort empoisonné et pas tout simplement de maladie? Il décide donc d'acquitter le docteur Castin du meurtre d'Hippolyte Ballet. Mais concernant le vol du testament et l'empoisonnement d'Auguste, ils n'ont aucun doute. La Cour, vu la déclaration du jury, vu les articles 439, 301 et 302 du Code pénal, condamne le docteur Edmé Samuel Castin à la peine de mort. Le président se tourne alors vers Castin et lui demande de commenter sa peine. Je marcherai avec délice à l'échafaud, vous savez, parce que ma conscience ne me reproche rien. Vous avez voulu la mort, messieurs. Je suis prêt à mourir. Me voici. Il tente néanmoins de se pourvoir en cassation. Demande rejetée. L'exécution est programmée pour le 6 décembre 1823. Quelques jours avant, Castin réclame qu'on lui fasse porter une montre en prison. Une montre de famille à laquelle, dit-il, il tient beaucoup. Le directeur de la prison, méfiant, examine la montre sous toutes les coutures. Et vous savez ce qu'il trouve, planqué dans une double épaisseur? Du poison. Le docteur Castin a voulu s'empoisonner pour échapper à la guillotine. En vain. Le samedi 6 décembre, on le réveille à 7 heures du matin. Il écrit une longue lettre à sa maîtresse, la veuve. Il se confesse très longuement auprès de l'abbé Montès. Il avale un potage, il boit du vin, et à 2 heures de l'après-midi, on le conduit en place de Grève, où l'attend une petite foule venue assister à son exécution. On le hisse sur l'échafaud. Pendant 4 minutes, il prie à genoux. À 2h25, le couperet tombe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.